Rebonjour à tous et merci d'être restés avec nous. Je vous propose que pour ce post-ESMO de Gustave Roussy, on passe aux tumeurs cérébrales avec Sarah Dumont, qui est restée avec moi, ainsi que les cancers ORL avec Caroline Even qui nous a rejoint. Et on va commencer par le bas, c'est-à-dire par les cancers ORL. Des bonnes nouvelles à l'ESMO? Heu, Plutôt des nouvelles, négatives. On va le voir qu'on a eu des nouvelles, importantes, mais c'est important les nouvelles négatives, dans la prise en charge des carcinomes épidermoïdes, localement avancés. Après on fera un petit point sur HPV et statut P16 et puis, quelques petites choses en rechute métastatique, mais pas grand-chose. Bon, on t'écoute. Alors, vous savez que le standard actuel, c'est la radiochimio à base de cisplatine. On a une étude de phase 2 française qui a comparé le cisplatine 100 mg/m² avec, une administration toutes les 3 semaines versus, un fractionnement de cisplatine 25 mg/m² de J1 à J4, renouvelé toutes les 3 semaines et on sait que la dose de cisplatine qu'on peut administrer, totale pendant la radiochimio est importante et on montre qu'avec le fractionnement, on arrive à délivrer une dose plus importante de cisplatine, que ça se traduit aussi avec un nombre significatif d'effets secondaires, moins importants en le fractionnant et l'étude n'est pas designée pour ça, mais les données de survie sont équivalentes. Donc la question de changer un peu nos modalités d'administration du cisplatine sur la base de cette étude. Quel fractionnement on utilise du coup? Donc on Tu fait peux du nous dire? 100 mg/m², habituellement toutes les 3 semaines et là, on délivrait le cisplatine à 25 mg/m², J1, J2, J3, J4 et puis on renouvelait, 3 semaines, après, les mêmes fractionnements. Voilà. Après les 2 études très importantes qui, sont celles donc, pareil chez les carcinomes épidermoïdes localement avancés, qui ne sont pas opérés, donc à qui on propose comme traitement curatif uniquement un traitement à base de radiothérapie. Donc la première étude qui est une phase 2, qui a inclus 65 patients dans chaque bras, qui comparait le cetuximab, donc ça c'est pour les patients qui sont, unfit au cisplatine versus le pembrolizumab. Ce qu'on voit, c'est un des critères importants, hein, c'est qu'on arrive à donner, une dose correcte de radiothérapie dans les 2 bras, que ce soit, cetuximab ou pembrolizumab, qu'on arrive aussi à administrer les traitements concomitants, pour, les 2 bras. On a un peu plus de tox dans le bras cetuximab. Par contre, on n'a aucun bénéfice au pembrolizumab par rapport au cetuximab, ni en termes de taux de contrôle loco-régional à 15 mois, ni en PFS, ni en survie globale, ni en contrôle métastatique. Dans cette étude, hein, le pembrolizumab est administré toutes les 3 semaines pendant la radiothérapie. Il y avait 3 injections, il n'y avait pas de traitement adjuvant après la radiothérapie. Donc étude négative sur un petit nombre de patients, mais voilà, pas. On a une idée, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, les inhibiteurs de PD-1 sont quand même très efficaces dans les tumeurs de la tête et du cou. C'est vraiment surprenant quand même, non? Donc ils ont montré, hein, leur efficacité en rechute et métastatique, en deuxième ligne d'abord avec le nivolumab et le pembrolizumab, puis en première ligne avec le pembrolizumab. Donc effectivement, on les attendait en localement avancé. La question, est-ce que la radiothérapie, élimine les lymphocytes, in situ? Là, la question sur ce design d'essai, c'est est-ce qu'il aurait fallu le continuer en maintenance pour avoir plus d'efficacité? Voilà, il y a des questions qui se posent et on n'a pas encore les réponses. La deuxième étude en localement avancé, c'est l'étude Javelin et Denec 100, donc avec l'alvelumab, une administration avant le début de la radiochimiothérapie, puis après radiochimio avec du cisplatine et dans un bras, on ajoute l'avélumab et on fait une maintenance par avélumab pendant 1 an. 350, donc ça c'est une phase 3, 350 patients globalement dans chaque bras. Les mêmes critères des patients avec un carcinome épidermoïde localement avancé, à qui on propose uniquement la radiothérapie comme traitement curatif. On voit qu'on administre à peu près de la même façon et le cisplatine et la radiothérapie dans les 2 bras. On n'ajoute pas de toxicité particulièrement avec l'avélumab. Et pareil, donc l'endpoint principal était la PFS et pareil en termes de PFS, on n'a pas de bénéfice, à l'ajout de l'avélumab. Alors on voit en termes de PFS qu'il y a un sous-groupe sur lequel ça a l'air d'être y avoir un bénéfice avec l'avélumab, c'est les PDL1 positifs, avec un cut-off supérieur à 25 mais ça reste un effectif assez faible et c'est une étude en sous-groupe.
Après, pareil, c'était pas l'objectif principal, mais la survie globale n'est pas positive. En termes d'effets secondaires, on n'a pas plus d'effets secondaires. On a un peu plus d'effets secondaires de type reliés à l'immunothérapie, mais ça reste assez minime. Il y avait 5 adverses events grade 3, grade supérieur à 3. Et l'autre étude positive, mais on avait déjà eu les données l'année dernière. L'année dernière, c'est une étude qui combine donc pareil, même type de population, patients avec un carcinome épidermoïde localement avancé, qu'on n'opère pas, à qui on propose donc radiochimio, plus ou moins de bio 1143. Le de bio 1143, c'est un inhibiteur des protéines inhibitrices de l'apoptose. On avait montré l'année dernière que les groupes étaient comparables, qu'il y avait une bonne tolérance du traitement et on avait montré qu'il y avait un bénéfice en termes de contrôle loco-régional et de PFS. Et là, donc là, on confirme toujours en termes de PFS, en termes de contrôle loco-régional. Et la donnée de cette année, c'est un bénéfice aussi en termes de survie globale à 3 ans, qui est assez important puisque vous avez un hazard ratio à 0,5. Et pareil, l'étude n'était pas designée pour ça. Et donc là, il y a une phase 3 qui va ouvrir, qui compare ça. Donc, J'arrive pas à voir les effectifs. C'est une phase 2 c'était vraiment avec une puissance correcte Donc il y avait ou... 96 patients dans la partie B. La partie A, c'était la partie phase 1, recherche de dose du 2 bio. Le 2 bio est très bien toléré. Donc à peu près 50 patients par bras. Et donc on peut espérer que ce ne soit pas un artefact et que ce soit Oui. un réel plus. Surtout, vous les différences, hein, on n'avait pas vu de telles différences en localement avancé depuis longtemps. Voilà, donc alors qu'on attendait en fait l'immunothérapie avec Javelin et cette phase 3 qu'elle allait potentiellement changer un peu tous nos standards, on voit que on ne change pas notre standard pour l'instant avec cette étude, mais on voit plutôt se dessiner autre chose que l'immunothérapie en localement avancé. Voilà. Après, si on veut discuter sur Javelin, c'est un anti-PDL1 en récurrent et métastatique. Le durvalumab, qui est un anti-PDL1, a été en échec en phase 3 en deuxième ligne. Donc, pour Javelin, c'est peut-être une question de molécules, mais c'est pas sûr. On a une étude avec le pembrolizumab qui devrait être d'ici 1 an ou un peu plus, donc on l'attend avec impatience. Après, il y a la question de l'HPV et comment tester de façon optimale l'HPV, hein, parce que vous savez que les patients HPV+, donc les carcinomes oropharyngés HPV+, sont de meilleurs pronostics. Pour l'instant, pour tester l'HPV, on utilise un surrogate marqueur qui est le P16, et puis dans certains centres, mais pas forcément tous, on complète par une hybridation in situ de l'HPV, on recherche l'ADN, sachant que le gold standard réel serait, mais qui est trop coûteux et pas applicable pour l'instant en routine, c'est de rechercher l'ARN M de E6, E7 qui sont les protéines oncogéniques. Donc là, ils ont regardé sur plus de 7000 patients de différentes régions dans le monde le P16, le statut en hybridation in situ. Ils ont fait 4 groupes, P16+, HPV+, P16+, HPV neg, etc. On montre donc qu'on a 11% des patients qui seront P16+, HPV neg ou au contraire P16 neg, HPV+. Donc on classifie potentiellement mal avec le P16. On voit qu'en termes de survie globale, les P16+, HPV+, sont de meilleurs pronostics. Après, vous avez un groupe intermédiaire quand vous êtes discordant entre l'HPV en hybridation et le P16, et puis P16 neg, HPV neg qui sont de moins bons pronostics. Donc, un intérêt quand même à refaire et le P16 et l'hybridation dans les essais, parce que souvent dans les essais, on ne se sert que du P16 pour classer les patients. Alors, il y a potentiellement des biais, c'est rétrospectif. Tous les patients n'ont pas été traités de la même façon. Il y a des différences significatives en termes de stade, de statut tabagique, etc. Mais voilà, une étude quand même intéressante et qui nous fait un peu progresser sur notre façon de classifier les patients. Sur les gros essais pivotaux, sais-tu si les agents d'enregistrement, l'IMA en Europe, la FDA aux États-Unis demandent qu'il y ait une stratification sur le statut HPV ou P16 ou au choix du promoteur? Pour l'instant, c'est pas, hein, c'est essentiellement P16 et Ok. pas l'ensemble. Après, sur les patients en rechute ou métastatique, il y a un essai
aussi pour les HPV positifs avec le MEDI 0457 qui est un vaccin thérapeutique contre les protéines donc E6, E7 de HPV 16 et HPV 18, sachant que la majeure partie de nos patients sont HPV de génotype 16 et IL-12, et donc qui combinait ça avec le durvalumab. Alors il y a 3 groupes assez hétérogènes, soit des premières lignes sensibles aux platines, soit des premières lignes réfractaires aux platines, qui sont des patients vraiment de mauvais pronostic, soit des deuxièmes lignes. On voit que les taux de réponse pour les réfractaires aux platines en première ligne, c'est 0%, mais voilà, c'est des patients vraiment de mauvais pronostic. Sinon, on est entre 22 et 33% de taux de réponse. C'est intéressant. On a eu d'autres essais avec des vaccinations thérapeutiques. Je crois que vraiment, c'est une voie de recherche et une stratégie thérapeutique qui va être intéressante pour les HPV+, même si celui-ci me paraît plutôt un peu moins bien que les autres. On a eu les résultats à long terme de l'étude Keynote 048, donc qui est celle qui a permis l'AMM du pembrolizumab en première ligne chez les patients en rechute métastatique. C'est des données à 4 ans qui confirment les données qu'on avait en termes de Berners-Fils, de survie globale et en termes de tolérance. Et puis une étude française avec le nivolumab chez les patients réfractaires aux platines, donc on est là en deuxième ligne. On retrouve les données de l'étude Princeps qui a amené à l'AMM du nivolumab avec des survies globales. Donc là, on est sur une étude en vie réelle. On montre aussi avec une proportion importante de patients de plus de 70 ans et PS2 qu'on a des bonnes tolérances de l'immunothérapie chez ce groupe de patients. Et on montre aussi un bénéfice plus important chez les patients uniquement métastatiques versus ceux qui sont en rechute locorégionale. Et puis un petit point sur les tumeurs rares, avec une tumeur dans les un essai dans les phases 2 dans les carcinomes adénoïdes kystiques. On retrouve à peu près 10 à 20% de mutations Notch dans les carcinomes adénoïdes kystiques. Et donc on avait un essai chez les patients qui présentent cette mutation Notch avec un inhibiteur de Notch. On est aux alentours de 15% de taux de réponse. Dans les carcinomes adénoïdes kystiques, on est en général plutôt, on a peu de réponses objectives. Donc un bénéfice, mais sur une thérapie ciblée, je trouve que c'est pas magnifique. Et puis la question des seconds cancers après irradiation chez les carcinomes nasopharyngés, on a une augmentation des seconds cancers, surtout en zone irradiée chez ces patients-là. Écoute, quand même des bonnes nouvelles, quelques études négatives, mais quand même des jolis signaux, en particulier le produit de Biopharm, qui est vraiment prometteur. Sur la toute première présentation, est-ce que, concernant le cisplatine à dose réduite mais quotidienne, est-ce que tu changes tes pratiques dès maintenant, au moins pour certains patients, ou non ? Pour l'instant, on n'a pas. Enfin, c'est tout récent. Je pense qu'il faut qu'on en rediscute entre nous, mais ça peut amener. Enfin, il faut qu'on réfléchisse vraiment. Je pense que c'est une option intéressante. Vous le faites déjà dans les BEP et les EP. C'est votre manière de l'administrer. Je pense que effectivement, on montre qu'on diminue les toxicités, qu'on diminue le pic, mais qu'on augmente l'AUC. Donc c'est, je pense, voilà, il faut se réorganiser pour. Mais je pense que. Merci beaucoup, Caroline. Allez, substantifique moelle sur les tumeurs cérébrales. Sarah. Je suis désolé, on est obligé de se désinfecter sans arrêt. Alors moi, je vais vous parler des nouveautés dans les tumeurs cérébrales. C'est surtout des nouveautés en termes de caractérisation moléculaire qui est pour nous la nouveauté. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les dernières années ont vu une modification de la caractérisation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose de très architectural avec à regarder l'architecture des cellules qui sont plutôt oligodendrogliales ou astrocytaires, qui peuvent définir le pronostic, mais on s'est rendu compte que bien plus fort était la classification moléculaire avec l'IDH et la codélétion. Et en fait, grosso modo, quand on a ces mutations-là, on est de meilleurs pronostics, mais une maladie, un gliome de grade 3 ou même de grade 2 qui serait négatif pour l'IDH, négatif pour la codélétion, serait de mauvais pronostics et aura un pronostic finalement qui s'apparenterait presque au glioblastome avec une survie autour de 3 et 5 ans. Et là, cet ESMO-là a vu l'investigation du marqueur TERT, qu'on connaît, qu'on utilise et qu'on entend à RCP régulièrement, avec ce petit silence derrière, parce qu'on ne connaît pas le pronostic, l'impact pronostic. En fait, il est connu et utilisé comme un outil diagnostique par les anapathes depuis longtemps et il se promène sur nos comptes rendus. Mais la valeur pronostique, elle semble être péjorative dans les astrocytomes wild type, peut-être de bons pronostics dans les oligodendrogliomes,
est neutre ou éventuellement péjoratif dans le glioblastome, mais ça n'avait pas pu être investigué fortement. Et donc là, c'est une étude qui a été faite sur les glioblastomes IDH wild type. Les IDH wild type sont les glioblastomes classiques, les glioblastomes non secondaires. Ce n'est pas des tumeurs qui dérivent des astrocytomes. Et donc, c'est l'étude du MGMT qui est le marqueur prédictif de réponse modale, mais également le facteur pronostic le plus important dans le glioblastome, associé à TERT, et voir dans quelle mesure il peut être pertinent en termes de pronostic. Alors, il s'agissait de 2 cohortes, mais c'est la cohorte rétrospective qui nous a été présentée avec 302 patients. Et ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est les courbes rouges qui correspondent aux patients qui ont la mutation de TERT. Ce qui sort réellement, peu de choses significatives, mais il semblerait quand même que les courbes rouges sont souvent inférieures en pronostic sur les patients qui sont MGMT non méthylés. Donc peut-être que dans un glioblastome qui répondra bien au théomodal grâce à la méthylation du MGMT, on aura un pronostic qui sera rattrapé en quelque sorte. Mais en effet, ça laisse penser, notamment en analyse multivariée, que le TERT est peut-être un facteur de mauvais pronostic quand même dans les glioblastomes. Alors aujourd'hui, on n'a toujours pas d'impact thérapeutique direct, mais c'est quand même une brique en plus quand même dans le savoir pour TERT. Alors, en effet, la conclusion, c'est aussi que le MGMT reste le facteur absolument nécessaire. On a de plus en plus ce profil MGMT pour les patients, mais il y a quand même des freins en termes de technique, c'est-à-dire que les techniques ne sont pas toujours faites partout, que ce soit la spectrométrie ou le pyroséquençage. C'est quand même le pyroséquençage qui est fait le plus massivement, on va dire, mais se pose quand même la question de la positivité, c'est-à-dire qu'on n'est jamais bien sûr dans une certaine mesure d'un pourcentage qui serait positif ou pas. C'est-à-dire en dessous de 5% de méthylation des îlots-CpG du promoteur de MGMT, on conclurait que c'est négatif, mais entre 5 et 10%, on ne sait pas bien. Et je trouve que cette étude, elle est intéressante parce que c'est ce genre d'étude dont on a besoin pour avoir un seuil, pas uniquement quelque chose de technique qui a été fait en laboratoire avec des échantillons connus pour être négatifs, des échantillons positifs, et on teste notre méthode. Là, c'est une méthode qui est basée sur 680 patients et qui va réellement corréler le seuil avec la survie des patients, donc avec un fort impact pronostic indiscutable. Pour moi, cette étude, elle nous dit que le seuil de positivité il est de 15%, 100, et je suis assez convaincue de ce seuil-là, c'est celui que j'utiliserai à l'avenir. Alors ensuite, une étude française par une équipe de Rouen que j'ai trouvée très belle parce qu'à l'ASCO, on a parlé des biopsies liquides sur l'ADN circulant, et on a été assez déçus parce que la rentabilité de ces dosages était très très faible. En fait, la barrière hémato-encéphalique, elle barre le passage dans les deux sens finalement. On a du mal à faire passer nos molécules en intracérébral, tout comme on a du mal finalement à recueillir des données dans le sang circulant et l'ADN circulant. Et cette étude-là, elle a fait quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire qu'elle a fait une ponction lombaire aux patients en essayant de recueillir l'ADN circulant dans le liquide céphalorachidien. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on aimerait, comme dans beaucoup de cancers, rebiopsier à la rechute, mais une biopsie stéréotaxique cérébrale, c'est quand même pas la même chose chez les patients qui ont un pronostic grave et pour lequel la qualité de vie est primordiale. Une ponction lombaire, c'est quand même plus négociable et plus acceptable en termes de confort qu'une biopsie. Et donc, ce qui est assez impressionnant, on est sur des petits échantillons de patients, on est sur 15 patients, mais la rentabilité du test est très forte. On se retrouve à 2 patients sur 3 qui ont des mutations, qui ont un ADN informatif circulant. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui ouvre en fait la porte d'avancer parce qu'on pourra se mettre à inclure ça dans les essais thérapeutiques plus fréquemment. Pas de complications à type d'engagement? Non, alors ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu, finalement. En fait, c'est une contre-indication théorique et qui se voit peu. Ça, c'est rassurant. Alors, une étude de sciences humaines et sociales que j'ai voulu présenter parce qu'on a beau le savoir, tant qu'on ne voit pas les chiffres, on a du mal à le croire et c'est quelque chose qui est très important. C'est une étude italienne sur 100 patients qui essayait tout bêtement de regarder l'impact des revenus des patients par rapport à la survie. Cette étude-là, elle est dure parce qu'elle répond qu'il y a un impact direct. Elle répond 2 choses. Elle répond que le revenu du patient
à haut revenu, à une meilleure survie, mais également les patients MGMT méthylés. Pourquoi je souligne ça? C'est parce que c'est un contrôle positif en fait. On sait que la méthylation de MGMT, c'est quelque chose qui est pronostic et prédictif de réponse et tout ça. Et aussi fort que ça, on se retrouve avec un salaire élevé permet d'avoir une meilleure survie. Et ça, c'est aussi représentatif du fait que les tumeurs cérébrales sont des tumeurs qu'on ne peut pas traiter uniquement en médico-technique. On est dans des pays, tout comme en France, en Italie, où l'accès aux soins il est gratuit, il est pour tout le monde. Mais vraiment, l'impact de la catégorie socio-professionnelle, des revenus est extrêmement important. Ça fait mal, mais c'est important de le dire. Alors en termes de nouvelles drogues, peut-être une molécule qu'on attend, parce que ça c'est une étude des données qui ont été faites sur les métastases cérébrales dans cette fameuse molécule l'entrectinib qui est active dans les maladies avec la fusion de NTRK, qui est très difficile à trouver parce qu'il faut screener 100 patients pour avoir un patient, qui est censé être enrichi dans les tumeurs cérébrales, mais les patients avec des tumeurs cérébrales ont rarement accès à du NGS pour pouvoir les avoir. Donc finalement, on a peu de données chez ces patients-là. Et donc là, c'était une étude, c'était des données poolées de 2 études de phase 1 et d'une étude de phase 2, les études Star Trek, avec un petit nombre de patients. Mais je voulais surtout vous montrer les taux de réponse qui sont magnifiques, entre 50 et 62%, avec des réponses qui sont quand même des contrôles de la maladie qui sont de longue durée. Donc on garde à l'œil l'entrectinib dans les tumeurs cérébrales et on aimerait vraiment pouvoir screener tous nos patients. Alors, une autre étude que j'ai trouvée très intéressante, en fait, ce sont des oncologues qui se sont réunis pour à nouveau traiter des patients avec une molécule pour laquelle il y a eu des essais de phase 3. C'est l'ABT 414, c'est une molécule qui est un anti-EGFR, un anticorps conjugué à une molécule de chimiothérapie. Le GFR est amplifié dans à peu près 50% des tumeurs cérébrales, donc il y a un rationnel préclinique qui est important. Et donc en première ligne, en association avec le STUP, cette molécule-là n'a pas prouvé son efficacité, mais à la rechute, en association avec le T-modal, il y avait réellement une efficacité qui a été prouvée. Mais pourtant, le laboratoire a finalement pas continué à poursuivi à investiguer cette drogue-là. Et les oncologues se sont ligués pour essayer d'inclure des patients et de faire cette étude multicentrique en données de vie réelle. Et ce qu'on peut voir, on est sur des tout petits nombres de patients, mais on a des résultats en survie globale, en réponse, qui sont proches de l'allomustine. Et encore une fois, je trouve ça assez beau qu'on puisse finalement militer en quelque sorte pour une drogue, parce qu'encore une fois, on est sur de l'addition de chimiothérapie qui marche peu. On est sur une guerre de tranchées qui nous permet de gagner du temps pour finalement que les mois en plus gagnent des années. Et à partir de ce développement, tu penses que, de ces données, tu penses qu'un développement va pouvoir repartir ? Je ne suis pas sûre sur ça, parce que c'est des stratégies de laboratoire. Et après, probablement que c'est quand même très important que les médecins soient là pour dire nous, on en a besoin, on y croit. Tout comme l'Avastin, c'est une molécule qui est énormément utilisée et qui n'a pas forcément le soutien des autorités en soi. Enfin, la dernière étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui est, je trouve, très ingénieuse. C'est aussi une étude française, je n'ai pas vu passer à côté. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, le docteur Fresnel. Qui en fait essaie de moduler la méthylation du MGMT, parce qu'on en parle depuis le début de la caractérisation moléculaire. Et donc le MGMT, cette méthylation, on aurait envie de pouvoir avoir un impact dessus. L'épigénétique est investiguée, mais on a du mal à voir des implications. Et donc cette étude-là testait l'acide folique en vertu reméthylante. Et on a des données qui sont faibles, on a peu de patients. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est des données de laboratoire, c'est qu'on a une reméthylation non seulement de l'ADN total, mais également du promoteur de MGMT. Est-ce que derrière, on aurait une implication ? C'est difficile à dire. Jusqu'à présent, l'épigénétique reste quelque chose d'assez labile. On a l'impression qu'on peut modifier, mais pas durablement. Et voilà. Écoute, merci beaucoup. On le sait bien, les tumeurs cérébrales restent extrêmement compliquées à traiter. Les progrès sont rares, mais on comprend mieux la biologie, plusieurs pistes de traitement. Bon, on avance. Merci beaucoup à toutes les deux. Restez avec nous. On passe à un gros morceau avec le cancer du sein, donc restez bien sûr avec nous. Merci beaucoup à toutes les deux.